La République peut-elle accepter le port ostensible de signes religieux? Qui doit financer les édifices du culte? L'Europe doit-elle revendiquer ses origines chrétiennes? La France doit-elle entretenir une relation privilégiée avec le Vatican? Autant de polémiques, autant de sujets brûlants. En 1905 déjà, les élus de la nation se posaient les mêmes questions. À l'Assemblée nationale, de gros volumes reliés renferment l'histoire de la laïcité à la française. Une histoire ancienne, mouvementée, violente même. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Première cause de conflit, ces articles organiques ne seront jamais reconnus par l'Église. Seconde cause de conflit, cette Église fonctionnalisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quand ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux France s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre penseur. À partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rangées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des fiches. On découvre que le général André, ministre de la guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combes finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du Conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905 s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire qui va durer toute l'année. La loi de séparation des églises et de l'État est adoptée à la Chambre des députés par 341 voix contre 233. Aristide Briand est ovationné. Son discours final est affiché dans les 36 000 communes de France. Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des Cultes. Avec Clémenceau, ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur. C'est pour Briand le début d'une carrière ministérielle sans équivalent. Évoluant vers le centre, l'ancien rapporteur de la loi de séparation sera 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil, un record inégalé. La laïcité prend une valeur constitutionnelle dans le préambule de la Constitution française de 1946. Une valeur confirmée en 1958
dans la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Les relations entre la République et l'Église s'apaisent. La présence du général de Gaulle au Vatican a permis au souverain pontife de rappeler que l'œuvre entreprise actuellement par la France devait favoriser les intérêts de tous les peuples. Ce que se sont dit le chef de la chrétienté et le chef de la nation française est demeuré secret, mais ici, comme à Milan et comme au Quirinal, ce sont des liens chaleureux qui ont été renoués. En 1989, la rentrée scolaire est perturbée par un incident inattendu. 3 jeunes musulmanes qui refusent d'ôter leur foulard en cours sont exclus du collège Gabriel Havès de Creil. Motif : atteinte à la laïcité et à la neutralité de l'école publique. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. De nouveau, la France s'interroge sur la laïcité. Nous avons fait le choix libre, maintenant que nous l'avons fait, rien ne pourra nous en détourner. La loi de 1905 revient au centre du débat public. Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants. Le gouvernement Rocard s'en était remis au Conseil d'État. Celui-ci, dans son avis du 27 novembre 1989, n'avait pu que rappeler le droit en vigueur. Si le port de signes religieux n'est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité et constitue même une liberté, il ne doit pas prendre un caractère ostentatoire ou revendicatif, ni devenir un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, et ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l'élève. Ainsi, le port de signes religieux peut être réglementé. Dans le même esprit, la circulaire Bayrou de 1994 distingue les signes discrets des signes ostentatoires. Le 11 décembre 2003, la commission Stasi sur la laïcité rend son rapport au président de la République. Le 17 décembre, Jacques Chirac se déclare favorable à l'enseignement du fait religieux et souhaite une loi contre le port ostensible de signes religieux à l'école. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Une mission parlementaire d'information est constituée sous la présidence de Jean-Louis Debré. Cette démarche aboutit à la loi du 15 mars 2004, selon laquelle, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.